Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Comme d'habitude, on va regarder au niveau du S&P 500 et un petit peu au niveau macro, les points marchés importants. Donc cette semaine, nous avons eu les chiffres au niveau du NFP. Donc on a eu des chiffres qui ont battu en fait les prévisions, parce que nous avons eu donc précédent qui était 398 000 création d'emplois et là on est passé à 528 000 et les prévisions étaient de 250 000. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est vrai que beaucoup l'interprètent comme quoi l'emploi est très fort, donc l'économie est très solide. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça veut dire aussi que la Fed, qui est maintenant dépendante du data, donc des données qui vont sortir économiques, va devoir agir aussi par rapport à ça. Ça veut dire que, bien évidemment, elle ne va pas devenir accommodante d'ici demain. Donc, comme on le savait, les points importants au niveau de la Fed, c'était qu'elle devienne donc dépendante du data. Donc, ça, c'était un des points forts à partir de maintenant, puisqu'elle avait atteint, alors on va regarder ça au niveau des chiffres, elle avait atteint donc, elle était passée au-dessus de la zone neutre de tout ce qui est les taux au niveau vraiment de la zone neutre, là où vraiment si on dépasse cette zone-là, on peut avoir un impact sur l'économie si la croissance ne suit pas par exemple. Donc là, vous pouvez constater que en rouge foncé, donc rouge bordeaux, nous avons donc le taux de directeur de la Fed qui est passé au-dessus justement de la zone des taux neutres. Et donc c'est pour ça qu'elle a annoncé qu'elle était dorénavant dépendante du data. Donc on rappelle une chose, c'est que la Fed, elle se concentre sur deux choses principalement, qui est donc l'inflation, contrôler l'inflation, et l'emploi. Comme l'emploi actuellement n'est pas une source de problème, elle se concentre donc toujours sur l'inflation. Le fait que l'emploi est toujours aussi fort, que la création d'emplois est toujours aussi solide, et comme elle se base sur souvent des données coïncidentes ou laggers, donc en retard, pour l'instant, sa concentration va toujours être au niveau de l'inflation. Donc, sa concentration n'est pas forcément la croissance non plus, c'est vraiment actuellement l'inflation et contrôler l'inflation. Donc, est-ce que c'est fini ou est-ce que, parce que là, vous savez que dans les projections, on avait pricé jusqu'à 2023 et ensuite on avait pricé des baisses de taux. Est-ce que vraiment finalement elle va baisser ses taux si rapidement? Moi personnellement, comme je disais précédemment, je ne pense pas, puisqu'elle est dorénavant dépendante des données et les données démontrent que l'inflation est toujours solide et qu'elle reste quand même persistante. Et le fait qu'elle reste persistante, c'est aussi un signe comment dire, du fait que la Fed ne sera pas forcément très accommodante. Donc là, on peut voir que d'une part, elle est passée au-dessus donc de son taux de la zone de neutralité en quelque sorte. Et dans le passé, ben oui, c'est vrai que quand elle passe au-dessus un petit peu de la zone de neutralité, bon là en 95-2000, elle est restée longtemps au-dessus de la zone de neutralité. Là, vous voyez, elle est passée au-dessus de la zone de neutralité avant la récession de 90. Et là, pareil plusieurs fois ici, et donc les risques sont plus élevés quand on passe au-dessus de cette zone de neutralité. Donc pourquoi aussi c'est risqué le fait que là actuellement si elle augmente ses taux, donc déjà si on regarde un petit peu la dette, parce que la dette c'est un petit peu la raison aussi pourquoi ça peut être, comment dire, que ça peut fragiliser encore plus l'économie, parce que la dette est plus élevée qu'il y a 10 ans ou plus élevée qu'il y a 20 ans. Donc là, la dette, vous voyez, si on compare par rapport même aux années 70, la dette a fait vraiment, elle a démultiplié par rapport à aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui les taux sont hauts, mais si justement les taux dépassent un certain seuil, c'est pas ça que je voulais montrer, attendez. Donc là, on voit au niveau des taux de la Fed, justement, on peut même tracer un peu une trendline, comme on dit. Et à chaque fois, donc, quand on est allé toucher cette trendline-là, donc là, admettons ici, donc en 88, 89,
approximativement, quand on a approché, on a eu donc la récession 90, là c'est pareil en 2000, là c'est pareil en 2007, 2006, et là on est un petit peu pareil, donc on l'a même dépassé, hein, puisque vous voyez, attendez, je vais baisser un peu plus ce taux. On l'a dépassé parce que là, il n'est pas à jour le TradingView. On est à entre 2,25 et 2,50. Donc, on est carrément vers ici. Là. Donc, vers ici. Donc, voilà. Donc là, on a vraiment, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont dit, la Fed, les gens ont retenu seulement le fait qu'ils vont juste être dépendants du data et que potentiellement, c'est fini. Mais là, actuellement, on a vraiment dépassé un certain seuil. Et donc là, il faut faire très attention à ce que la Fed va faire parce que si effectivement elle augmente encore ses taux, ça risque d'être assez problématique, surtout quand on voit justement le taux d'endettement qui est sacrément important. Donc voilà, on n'est pas dans des situations comme précédemment, on est avec un taux d'endettement, un niveau de dette quand même record, donc il faut faire quand même assez attention à ça. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle est dépendante du data et que effectivement là ça risque de surchauffer. Donc ça c'est une chose. Aussi si on compare, donc c'est vrai qu'on peut comparer par rapport aux années précédentes. Donc vous voyez par exemple là en 2019, donc là la Fed avait arrêté d'augmenter ses taux. Et début 2019, hein, petite pause ici, ce qui fait que ça avait créé un grand rallye sur les marchés. Et pareil, en 2015, elle avait commencé à augmenter ses taux, mais on était juste au début, hein, donc on avait encore de la marge. Donc ça, si on compare par exemple à la situation par rapport aux évolutions des chiffres, justement des indicateurs avancés au niveau économique. Donc si on prend les exemples justement par rapport à 2019, donc vous voyez 2019 on avait commencé, vous voyez je vais tracer une ligne parce que là on ne voit pas vraiment, ah non c'est pas ça que je voulais faire, c'est une ligne. Alors 2019, donc admettons si je vais là, hop, comme ça, qu'elle soit bien droite, hop, voilà. Bon, on va mettre ça un peu plus léger. Voilà, donc là vous voyez que à l'époque le leading indicator, donc l'indicateur avancé économique était aux alentours, vous voyez, au début. Donc on avait encore de la marge avant de revenir vers la zone de neutralité, vers 0 ici. Donc on avait de la marge. Donc là, oui, ils avaient fait une pause, comme on peut constater ici, mais on avait quand même assez de marge pour pouvoir, pour pouvoir rejoindre la ligne 0. Donc la croissance, elle était toujours présente au niveau de la croissance économique. Donc là, on était en ralentissement, bien évidemment, mais on avait quand même une marge avant de revenir de la zone 0. Là, ils ne sont pas à jour au mois de juillet, mais on est très proche de la zone des zéros. Et en plus de ça, on a les taux qui sont vraiment, qui ont dépassé la zone de neutralité qui se trouve ici. Et en plus de ça, la dette est au maximum. Donc ça, c'est une chose. Mais si on prend l'exemple, par exemple, de 2015, donc si on prend justement donc l'exemple de 2015, on revient hop, vers ici. Donc voilà. 2015, c'était un petit peu... Bon, je ne l'ai pas très bien fait. On va le faire ça mieux. Donc là, si on revient début 2015, hop, ici. Donc vous voyez, en 2015, c'était un petit peu pareil. Donc on a repoussé vers 2016, mais on était, vous voyez, un petit peu au début aussi. Donc voilà, on était au début et en plus de ça, on commençait juste à augmenter les taux à cette époque-là. Comme vous pouvez voir, c'était vraiment juste le début, donc on avait une certaine marge. Et donc là, vous voyez, on a augmenté les taux à cette époque-là, mais à cette époque-là, il faut savoir qu'entre 2016 et 2019, donc si on revient justement par rapport aux chiffres économiques, entre 2016 et 2019, on avait quand même une certaine accélération au niveau de la croissance économique. Donc on pouvait augmenter les taux puisque c'était absorbé par la croissance économique. Sauf que là, c'est un petit peu différent puisque ici, donc on se trouve effectivement plus proche de la ligne des zéros et on se trouve ici, donc si on prend l'exemple de 2018, fin 2018, on avait encore de la marge et si on prend en 2015, on avait d'une part de la marge mais aussi les taux étaient pas encore élevés. Donc là, actuellement, on a les taux qui sont élevés et on voit bien que la croissance économique est très affaiblie. Justement, si on prend cet exemple ici, on se raligne vers la ligne des zéros. Donc la question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça peut rebondir? Qu'est-ce qui peut accélérer de nouveau la croissance
Généralement, la croissance, en quelque sorte, elle est stimulée par soit la politique monétaire ou soit, par exemple, par tout ce qui est les stimulus fiscaux ou la politique fiscale du pays, hein, budgétaire aussi. Donc là, quels sont les éléments qui pourraient vraiment faire de nouveau accélérer la croissance économique, sachant qu'actuellement, on a les indicateurs avancés donc, qui sont un peu plus longueurs, donc plus à long terme, qui sont actuellement dans la zone de récession. Et ceux qui sont à plus court terme, les indicateurs avancés à plus court terme, eux aussi sont environ dans la zone aussi de récession, donc c'est la direction qu'ils indiquent en fait, puisque des indicateurs avancés, ça indique la direction, et les indicateurs coïncidents, c'est en temps réel. Donc on va démontrer, comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, au niveau, on n'est pas encore dans la zone vraiment de récession, mais on se rapproche de plus en plus, puisque vous voyez ici, sous les 6 à 8 semaines, on a vraiment les indicateurs leaders avancés à plus court terme qui, eux, sont devenus dans la zone de récession. Je ne vais pas faire la traduction puisque voilà. Mais ils sont rentrés dans la zone de récession, et pour ceux qui sont à plus long terme, ils sont rentrés il y a très longtemps dans la zone de récession. Mais le coïncident est encore toujours dans la zone régulière. Je pense qu'on va rentrer sous la tendance à très long terme au niveau de la variation. On va voir les données très prochainement. Donc j'en ferai part, mais pour l'instant, la direction pour les leading indicators sont toujours plus dans la zone de récession, donc qui se dirige dans la zone de récession. Donc dans tout ce qui est longueur leading indicator, donc tous ceux qui sont des indicateurs avancés à plus long terme, c'est plus que ce qui concerne vraiment la monnaie, l'offre monétaire. M2, c'est tout ce qui est l'offre monétaire. Donc vous voyez, on est dans la zone négative depuis un moment. Là, c'est tout ce qu'on a dans la base monétaire, donc tout ce qui est dans les réserves des banques et tout. Donc là, c'est pareil, on est dans la zone négative depuis un petit moment, donc la direction est toujours dans la zone de vraiment baissière. Et les actifs des banques centrales aussi, donc là on peut voir que la croissance justement des actifs est négative, donc en contraction. Et tout ce qui est un peu plus à court terme, donc les indicateurs avancés à très court terme, comme par exemple les nouveaux ordres. Donc je peux donner l'exemple, les nouveaux ordres pour tout ce qui est manufacturing, donc tout ce qui est production, fabrication. Donc là, vous voyez, ISM nouveaux ordres qui donne généralement la direction. On est aussi dans la zone donc, négative, on est en dessous de 50, donc on est 49. Donc ça, c'est un indicateur avancé. Alors que, là, vous voyez, vous avez les deux. Donc là, on va avancer. Vous avez le PMI ici, qui est rendu, je crois, à 52 et quelques. Et là, on est toujours dans la zone donc, des négatifs pour tout ce qui est les nouveaux ordres. Donc, la direction des indicateurs avancés disent que les indicateurs coïncidents ou laggers vont suivre justement dans cette direction-là. Ce qu'il faut noter, c'est que la Fed est dépendante des données, mais des données en quelque sorte coïncidents ou laggers. Donc elle n'est pas, justement, si elle continue d'être restrictive, il y a de fortes chances qu'elle soit restrictive quand la récession est déjà là. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse, je vais revenir ici. Donc justement, quand on regarde pour les facteurs coïncidents des 4 données les plus importantes qui sont les revenus, la production, l'emploi et la consommation, je suppose qu'on se rapproche de la tendance sur 10 ans, hein, parce que ça c'est une tendance sur 10 ans en vert. Et là, si on passe en dessous, on se rapproche de 0. Pour l'instant, ça donne encore que nous sommes toujours en ralentissement de croissance. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait accélérer la croissance? Et pour l'instant, les leading indicators, comme j'expliquais tout à l'heure, que ce soit les longer leading indicators ou les shorter leading indicateurs, donc les données, sont les deux devenus toujours dans la zone de récession. Donc ils ne donnent pas d'amélioration actuellement. Donc c'est pour ça que je reste assez sceptique au niveau du bottom que tout le monde annonce actuellement. Personnellement, quand on est toujours en ralentissement de croissance, je reste toujours un peu plus défensive. Donc tout ce qui est les valeurs plus défensives. D'ailleurs, vous voyez, comme je disais,
XLI, XLP, qui est donc un comparatif, un ratio entre tout ce qui est secteur cyclique versus défensif. Et donc, vous voyez qu'on est toujours donc, dans la pente descendante. Donc là, on a un petit rebond ici qui peut avoir lieu. Donc là, on peut voir. Mais est-ce que ce rebond-là va être à très long terme? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser, puisqu'on voit que pour l'instant, les données sont toujours vers le bas, et donc la croissance n'est pas forcément actuellement, d'un point de vue ne va pas forcément réaccélérer si justement on voit que les indicateurs leaders sont encore vers la pente descendante. Donc voilà. Donc ça, oui, c'est beau. Donc là, on voit qu'on est toujours de toute manière dans la pente descendante et que pour l'instant, le défensif est toujours favorable. Et donc c'est pour ça aussi, vous voyez, par exemple, si je rajoute le Bitcoin, hein, qui est quelque chose qu'on achète quand on a des accélérations de croissance, donc qui est beaucoup plus favorable dans les accélérations de croissance. On ne le verra pas bien comme ça, alors je vais faire 2 tableaux. Et là, je vais mettre par exemple le Bitcoin ici, mensuel, automatique. Et là, si on revient ici aussi, log. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, quand je reviens ici, vous voyez ici, donc là, c'est une accélération de croissance. Donc là, sur mon tableau de gauche, donc pour ce qui est du secteur cyclique versus défensif, et donc le Bitcoin est favorable aussi dans cette zone ici. Il en est de même quand on revient dans le passé. Vous voyez ici, à partir de 2015, début 2016, qu'on a eu une accélération de croissance de nouveau, et bien là c'est pareil, vous pouvez voir qu'on a eu une croissance, une accélération de croissance au niveau du Bitcoin, puisque les actifs plus risqués sont favorables. Et donc après, vous voyez ici, de 2018 à 2020, on a eu un ralentissement de croissance, et on voit que le Bitcoin a rangé pendant une certaine période de temps, et il en est de même ici. Quand on a commencé à avoir le ralentissement de croissance, le Bitcoin a justement, je vais mettre ça, voilà, a commencé à ranger aussi. Donc quand même le Bitcoin, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dépendant de ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique et des données qui sont aujourd'hui disponibles. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'actuellement, le fait qu'on est toujours dans la direction des indicateurs avancés, plus dans la récession, le fait qu'on ait une dette assez importante ne donne pas de marge de main-d'œuvre actuellement au niveau des taux. Le fait que les taux soient actuellement déjà dans la zone au-dessus de la zone de neutralité. Donc là, on ne le voit pas parce que ce n'est pas mis à jour, mais que, comme vous le savez, on est au-dessus de la zone ici de neutralité qui est quand même assez important à prendre en compte, hein, qui souvent est ce qui précède les récessions, je vais y arriver. Tout ça, c'est vraiment des petites données qu'il faut prendre en compte. Et comme je disais, par rapport aux situations qu'on avait là, donc attendez, je vais juste enlever ça. Si on prend le même exemple qui était en 2018, on avait quand même une certaine marge ici. L'économie n'était pas aussi atteinte. Et il en était de même en 2015 jusqu'à 2016, d'ailleurs, même si je rajoute une petite barre en 2016 ici. On a eu une reprise, une accélération, mais il fallait savoir qu'à cette époque-là aussi, on avait la politique des taxes fiscales au niveau des États-Unis qui sont rentrées en compte pour les taxes corporatives avec Trump, baisser les taxes corporatives qui a aidé pas mal au niveau justement de l'économie. Et ici aussi, on n'était pas vraiment ce qu'on appelle, on n'était pas en surchauffe au niveau des taux, puisque on était juste ici. Donc si on revient, vous voyez ici, par exemple, hop. Donc voilà, donc je vais y arriver. On était vers ici. Donc on était vraiment très loin d'atteindre la zone, vous voyez, de neutralité, de surchauffe. Là, on est déjà ici, puisque là, ce data n'est pas à jour. Et on est déjà, la situation économique actuellement est déjà pas mal avancée. Justement, on est très proche ici de 0, donc c'est pas mal avancé à ce niveau-là. Donc voilà, donc la préférence là actuellement, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se jette sur le dip, hein, comme on dit. Je ne suis pas en train de, voilà, comme j'expliquais la dernière fois, vaut mieux gérer son exposition. Je ne dis pas qu'il faut actuellement shorter comme un malade le marché, mais juste gérer bien son positionnement, puisque le risque pour moi est encore
assez important quand on regarde les chiffres. Et attention, hein, quand je parle de ça, ça ne veut pas dire que c'est demain. Généralement, vous savez, les chiffres macroéconomiques, c'est des positionnements qui sont sur plusieurs mois. Donc là, vous voyez, par exemple, on dit que là, c'est par exemple pour ce qui est des plus court terme, pardon, pour ce qui est des indicateurs avancés, long terme, vous voyez, ça prend des avances sur 8-12 mois et les autres 2 à 6 mois. Et généralement, les cycles de ralentissement, vous voyez ici, économique, peuvent durer de 6 à 18 mois. Et là, on sera à peu près à 18 mois en fin d'année. Donc voilà, donc c'est long, hein, c'est pas des positionnements qu'on a sur 2 jours, 3 jours. On ne parle pas du sentiment du marché ou des variations au quotidien du prix. On parle vraiment de la grosse photo macro. Et donc, la direction, et pour les mois qui suivent, il faut faire quand même rester encore défensif. Donc, préférer tout ce qui est plus les secteurs défensifs ou le positionnement défensif, comme le secteur, vous voyez, consommation de base, l'eau bêta, tout ce qui est, les services publics, des secteurs qui sont un peu plus... D'ailleurs, on peut voir les performances de ces secteurs-là qui sont un peu plus favorables. Vous voyez ici, si je vais dans la section secteur, depuis le ralentissement, donc à peu près de 1 an, vous voyez ici, consommation de base, lui, il est positif. Vous voyez ici, les services publics, eux, sont positifs aussi, puisque c'est beaucoup plus défensif. Secteur énergie, c'était plus par rapport à l'inflation, donc c'est autre chose. Généralement aussi, ce qui est plus défensif, c'est ce qui est les obligations, sauf que les obligations ont été pas mal impactées. Donc, vous voyez, normalement, les obligations, si je le compare par rapport justement à accélération de croissance, donc cyclique versus défensif, vous voyez, si je compare par rapport à... Les obligations dans le passé sont souvent ce qu'on va acheter pour avoir, lorsqu'on a des ralentissements de croissance, puisque c'est plus défensif. Donc vous voyez ici le ratio, quand le ratio était en train de baisser ici, le ratio en bougie régulière, le TLT, lui, non pardon, c'est le contraire. Quand on a le TLT qui monte, on a justement le ratio en orange qui baisse. Donc ralentissement de croissance, accélération des obligations. Oh, je vais enlever ça. Voilà, donc là vous voyez, normalement, vous voyez, lors du Covid, hein, on a eu une grosse accélération au niveau des obligations, parce que là on avait un gros ralentissement aussi au niveau de la croissance économique. Et là, en fait, on a eu les deux qui sont allés vers le bas, comme vous pouvez constater, vous voyez ici et ici, parce que les obligations ont été impactées par la variation de l'inflation. Donc les obligations n'aiment pas l'inflation. Donc c'est pour ça qu'ils ont été très impactés. Cependant, on peut voir que oui, effectivement, là, les taux à court terme ont pris une avance sur voyez ce qui a été dit au niveau des chiffres du PNI, du NFP, pardon. Voyez, et les taux à plus long terme, qui représentent un peu plus la croissance économique, sont un peu plus, voyez, un peu plus, ne sont pas dans la même disposition. Parce que actuellement, effectivement, là, c'est le taux court terme est plus représentatif de l'inflation. Donc là, il front-end, c'est-à-dire qu'il prévoit à ce que la Fed augmente encore les taux, une fois de plus. Donc du coup, le taux à court terme, 2 ans, lui, quand on monte. On a un petit peu le taux à 10 ans qui monte. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus ralenti puisque il price aussi le ralentissement économique. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, dans ma vidéo précédente, j'ai dit que j'étais dans les obligations puisque pour l'instant, je sens que les obligations vont ranger un peu dedans jusqu'à temps qu'on ait vraiment la récession et que là, on n'ait pas le choix de couper les taux et donc effectivement que les obligations montent. Donc c'est pas un positionnement sur une semaine, c'est un positionnement sur environ... je dirais 6 mois à 1 an pour les obligations, donc pour TLT. Donc là, j'envisage à ce que ça range là actuellement pendant une certaine période de temps, étant donné que l'inflation reste sticky, hein, donc sticky, c'est-à-dire reste élevée, mais cependant, ils ne peuvent pas non plus monter les taux trop élevés, donc du coup, je reste dans le positionnement ici, mais d'ici les 6 mois à 1 an, j'envisage à ce que les obligations superforment les actions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous, on se retrouve la prochaine fois.